J'ai pas touché parce que. Ça marche pas. Merci. Avec moi aussi, c'est bon. Vas-y, salut. Alors on a fait des tests là. Oui. Oui, il y a quelqu'un qui a laissé le micro. Ouais, ça va voir. Alors, après cette tentative de sabotage, bonjour à tous. Ouais, ça va faire des petites ça va. Tout le monde entend là au niveau sono, c'est bon? Nickel, merci, c'est gentil. Alors tout le monde est bien installé, je vois que c'est nickel. Alors je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mehdi Cookie, donc je suis l'animateur du groupe de Saint-Maur, le co-animateur avec Claire Gérardini qui s'excuse pour ce soir. Donc au nom de ce groupe, en tout cas pour ce soir, je vous souhaite vraiment la bienvenue et merci d'être venu parmi nous, alors qu'il fait beaucoup plus chaud dehors et beaucoup plus beau en terrasse. Donc voilà. J'allais dire serrez-vous au maximum, mais ça va. Il y a encore de la place. On a réussi à être plus nombreux qu'au meeting de Cazeneuve, donc je suis assez content. Ça c'est cool. Et donc, alors. Et on n'a pas réussi à les battre en moyenne d'âge. C'est vrai, on est quand même plus jeunes. Et plus beau aussi. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le groupe de Saint-Maur, donc voilà, vite fait, on a pas mal de copains, donc on a pris l'initiative avec Thierry de faire cette petite réunion, mais bon, il y a plein de camarades qui nous ont fait l'amitié de venir. Je cite un peu ce que je vois un peu dans l'ordre, mais il y a Jean-Louis Créteil que je vois là, j'ai un monsieur Jean-Louis Barthélémy du PS local, l'UPS. Est-ce que je cite les affiliés PC ou pas? Je ne sais pas. Bon, ok, je ne dis rien. Voilà. Qui c'est que j'ai pas vu? J'ai pas vu Christine tout à l'heure de Bonneuil là-bas. Bonneuil est en force. Il y a Champigny par Thierry, mais il y en a peut-être d'autres que j'ai pas vu. Voilà, Joinville, voilà, cadeau. Voilà. Bon, bienvenue à tous. Mais en tout cas, c'est très gentil d'être venu. Bon, je vais essayer de faire court. Évidemment, je remercie moi, mais je pense que tout le monde, Raquel, d'être venue chez nous. Donc c'est quand même assez exceptionnel pour nous. C'est l'Olympia. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Je vous fais juste un petit truc, quelques petites demandes avant qu'on commence. On ne doit pas sortir par là parce que c'est des zones occupées par les voisins, donc c'est vraiment, ça appartient pas au restaurant, donc ça va être la cata. Si j'écorche les noms, vous me pardonnerez aussi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, pour le temps de parole, on va essayer de faire comme on a un peu l'habitude à Saint-Maur, c'est d'essayer de se limiter à 2 minutes pour qu'il y ait tout le monde qui puisse parler, qu'on puisse avoir les réponses. Pour vous, on essaye de ne pas confisquer le temps de parole. Et voilà. Alors, moi-même, je vais essayer de me couper très vite, mais voilà. Donc, c'était un petit peu. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez reposer plusieurs questions, mais juste histoire de faire tourner un peu la parole. Parité, et puis je vais citer aussi les gens qu'on n'entend jamais. Hein, donc Marie-Noël, au revoir. Voilà. Et donc c'est tout. Donc je voulais juste introduire très très rapidement Raquel. Donc après on lui mettra la parole, bien entendu. Donc porte-parole, j'espère que j'ai pas envie de porte-parole de la LFI, avocate de la LFI. Ensuite, évidemment, elle est devenue députée de la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Donc on la connaît beaucoup pour ça quand même. Moi, je l'ai remarqué sur les auditions intergroupes de la NUPES. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui passe bien, qui a tourné sur les réseaux. Franchement, qui est vraiment à voir pour ceux qui ont un peu de patience et un peu de temps.
Voilà, donc, et il y a un bouquin aussi, le guide citoyen de la 6ème République, ce qui fait quand même d'elle quand même un expert du sujet. Et ça tombe bien, on va en parler ce soir. Est-ce que tu vas faire une petite intro toi, ou est-ce que tu veux que je mette les gens à niveau au niveau de l'intro, juste de savoir ce que c'est la 6ème République vite fait, ou qu'est-ce que tu avais prévu? C'est pas Thierry d'abord? Thierry, alors... Non, moi j'interviens. Ouais, c'est ça. Bon voilà, moi j'avais pas... En fait... Moi je m'adapte à ce que vous avez décidé. D'accord, bon. Très plastique. J'avais parlé avec Rémi, je ne sais pas si... donc on fait peut-être juste... Je ne sais pas si tout le monde est à niveau sur la 6ème République, et j'ai entendu certains, chez certains la réponse était non. Donc je vous mets juste un petite base, et puis voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont compléter ici. Et après, il y a Thierry qui se proposait de faire une petite liaison avec le mouvement syndical, l'actualité juste après. Alors, il fera une brève intervention aussi. Après Raquel, on va passer par mais 4-5 minutes. On fera une petite pause et après question-réponse si tu veux. Autant que tu tiendras et que les gens auront des questions. Voilà, il n'y a rien de formel. Si tu veux parler de tes morts, tu lèves la main. Et voilà. Donc, petite intro, 30-40 minutes, où tu peux expliquer un peu voilà, solo. Une petite ouverture sur l'actualité. On fait une pause, on remet des boissons. Et questions. Ça te va? Allez, j'ai pas été trop long. Donc, le concept de la 6ème République, je vais essayer de le faire super vite, juste pour expliquer en mots simples ce qu'elle va dire avec des mots compliqués. Donc, d'abord, c'est un processus. Donc, ça veut dire une consultation, ça veut dire des débats, des groupes de travail. Je vais faire un truc parce que j'avais écrit. C'est vraiment un processus qui va mettre plusieurs mois. D'accord ? On va appeler un processus constituant. Donc, le but, c'est vraiment de créer, de forger, je dirais, un pacte citoyen et donc une nouvelle constitution. D'accord ? Une fois voté, évidemment, en fait, on change de constitution et on change en même temps de république, donc ça devient la 6ème République. C'est comme ça qu'on fait un petit rappel. Donc on a tous vu les limites des institutions actuelles, le 49.3, les gilets jaunes, etc. Donc je pense qu'il est temps. Donc il y a vraiment un moment qui est là. Qu'est-ce que je voulais dire en 2 mots de plus? Ah oui, et le pourquoi aussi derrière, parce que c'est pas juste on va dire une idée en l'air comme ça, c'est vraiment aussi pouvoir donner la possibilité au peuple d'être vraiment souverain. Ça veut dire plein de choses derrière, révoquer les présidents, les élus, Macron, vraiment. C'est une garantie vraiment d'une effectivité de la souveraineté. Voilà, essayer de rendre la démocratie vraiment vivante, parce que c'est plus le cas, et l'abstention, on l'a depuis tous les jours, on ne sait même plus comment on fait. Franchement, nous, à notre niveau, on ne sait plus comment, par quel argument récupérer les gens, c'est une dépasse, il faut changer tout. Donc voilà. Pour moi, ça serait un des moyens de dire de forger un nouveau peuple, de forger aussi avec des gens qui ne se reconnaissent même plus, en fait, dans le commun. Et donc, voilà, c'est pas des outils, mais je vais laisser, je vais produire le plus court possible. Je peux laisser intervenir. Est-ce que tu as un super micro qui marche? Merci. Merci Betty Cookie, merci Thierry Guintran de l'invitation, merci les camarades, merci mesdames et messieurs de votre présence ce soir et merci d'avoir choisi ce sujet qui, je crois, est probablement le sujet qui est le plus prégnant dans la vie politique française aujourd'hui. Mehdi a utilisé un mot dans son allocution, il a parlé de souveraineté. La souveraineté, intuitivement, on a l'impression de savoir ce que c'est, mais si on vous demande la définition, en réalité, parfois on est un peu en peine de le décrire. Alors, en droit, en des termes juridiques, la souveraineté est la caractéristique
démocratique de celui qui n'a pas de maître. Donc, si le peuple regarde au-dessus de sa tête et qu'il n'y a pas de maître parce que c'est lui le maître, alors c'est qu'il est souverain. Et cette idée d'un peuple souverain est une idée qui était révolutionnaire à l'aune de l'histoire de l'humanité lorsqu'elle fut proclamée par les Français dans la Révolution française de 1789. Et cette idée-là a été tellement bouleversante qu'on vit encore aujourd'hui dessus dans la plupart des pays du monde, soit dans une réalité, soit dans une aspiration. En tout cas, c'est l'aspiration démocratique qui, je crois, est ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que bien que nous vivions dans un pays démocratique, et ça je pense qu'on ne peut pas le nier, on ne serait pas là ce soir, par exemple, si nous étions en dictature. Et j'en parle avec d'autant plus d'aise que, par exemple, moi je suis née au Chili, mes parents étaient en prison quand j'étais bébé, mais ma mère était enceinte de moi en prison, on a dû quitter le Chili après le coup d'État de Pinochet contre Salvador Allende, c'était il y a 50 ans. Donc c'est une dictature. En France, jamais moi je dirais qu'on est en dictature. Je vois que pas mal utilisent cette terminologie. Je comprends pourquoi il y a de la frustration. Mais on n'est pas exactement en dictature. En revanche, c'est pas parce qu'on n'est pas en dictature qu'il faut tout accepter et qu'il faut accepter la situation actuelle en termes de standards démocratiques. En réalité, les questions démocratiques, c'est pas noir ou blanc, c'est un nuancier. Il y a des régimes qui sont plus ou moins démocratiques. Et on peut avoir, nous, comme peuple souverain, une certaine idée de nous-mêmes, une certaine aspiration à fonctionner de façon plus ou moins démocratique. Le mouvement des retraites est un mouvement qui a été une éducation à très large échelle dans le pays du problème institutionnel et démocratique qui a saisi la France maintenant depuis des décennies. Parce que ce mouvement contre la retraite à 64 ans a vu la mobilisation de millions de travailleurs qui ont fait grève, qui se sont mobilisés dans les manifestations. Donc on ne peut pas dire que si on n'a pas eu l'écoute des gouvernants, c'était parce qu'on n'était pas assez mobilisés. Dans la vie, ça arrive parfois qu'on ne soit pas assez mobilisés. Il y a des combats où on n'était pas assez nombreux. On ne peut pas dire que ce conflit des retraites, c'était le cas. Il y a eu 14 journées de mobilisation, des grèves, certaines reconductibles, une unité syndicale qui était monolithique, vraiment. Donc on ne peut pas considérer que c'est notre faute en réalité si on n'y est pas arrivé à enlever cette loi des retraites à 64 ans. Fondamentalement, ce qui a eu lieu, je pense que là tous les Français l'ont vu, c'est ça qui est intéressant dans la période que nous vivons, c'est que ce mouvement est arrivé à une porte blindée, devant une porte blindée, qui est une porte blindée constitutionnelle, avec des articles de la Constitution qui désormais font partie du langage commun, de nos conversations communes. Aujourd'hui, si vous allez au cinéma et qu'il y a un copain de la bande qui choisit le film pour tout le monde et qui l'impose à tout le monde, les autres vont lui dire « Oh, bah, tu nous fais un 49.3 ». C'est devenu une locution familière. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'une constitution, normalement, c'est pas un texte qui est délibéré, c'est pas un texte qui est débattu. C'est un texte qui, parce qu'il génère un consentement très majoritaire, permet la conflictualité au niveau législatif. Donc, parce qu'on est tous d'accord en gros sur la règle qui permet le conflit, alors le conflit est permis. Mais vous voyez bien qu'avec l'article 49.3, les articles de la Constitution descendent dans le terrain de la conflictualité. Et c'est pas seulement le 49.3, il y en a d'autres. Je suis sûr que vous les connaissez. 47.1, 40, 47.2, non 47.2, alors non, si, en réalité, si, et 47.2, mais il n'a pas été utilisé là. Oui. Mais effectivement, c'est la même chose. 44.3 pour le bloc bloqué au Sénat, exactement. Donc vous voyez bien que, en fait, derrière chaque Français, maintenant, il y a un petit constitutionnaliste. Et c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du débat théorique ou du débat de savants. C'est quelque chose qui a vraiment saisi
le peuple tout entier, parce que chacune et chacun était concerné par ce conflit des retraites, a-t-on déjà vu un mouvement où on rentrait dans la discussion avec déjà 93% d'approbation dans la classe ouvrière, où déjà 70% des Français étaient d'accord sur le fond du sujet. Donc, tout le monde maintenant a compris que le problème c'était la Constitution elle-même. Et du coup, on rentre dans des eaux troubles. On rentre dans des eaux troubles parce qu'une société dans laquelle la loi suprême ne fait pas consentement, elle est déstabilisée en réalité. La Constitution, elle est censée faire ce socle qui fait qu'on se met tous d'accord pour vivre ensemble. Et si on n'a pas ce consentement à la règle suprême, alors c'est générateur de déséquilibre, c'est générateur de chaos possiblement, c'est générateur de conflits, c'est générateur de violence, le cas échéant, parce que si vous avez essayé toutes les modalités pacifiques pour faire émaner de la société la volonté générale, vous avez essayé adhérer à un syndicat, faire grève, aller avec le syndicat, se mobiliser. Vous avez essayé d'écrire des courriers à votre député pour lui dire écoutez, monsieur ou madame le député, quel que soit votre parti, quand même, ici sur le territoire, on est à 70% contre la loi 64 ans. Donc vous êtes bien notre représentant, vous êtes censé nous représenter. Bon. Et qu'en fait, le député ou la députée en question n'a même pas le droit de voter, parce qu'on lui a mis le 49.3, parce qu'il y a eu des outils qui ont verrouillé, alors effectivement, ça peut être belligérant. C'est-à-dire ça peut générer du conflit violent. Et c'est Albert Camus qui écrivait lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Et je pense que c'est exactement là où nous nous trouvons. Nous sommes exactement là, en juin 2023, et c'est pour ça que c'est si important que vous ayez choisi de parler ce soir de 6e République. Parce qu'il y a un mouvement on voit bien sous nos yeux de destruction en fait de la légitimité de la 5e République, de la Constitution de 1958, qu'on va appeler monarchie présidentielle. Mais une fois que c'est acquis ça, une fois que la délégitimation de la monarchie présidentielle est acquise dans le pays, et alors vous avez gagné quoi? Pour l'instant, rien. Donc c'est dans le même mouvement, dans le même moment où tout le monde est intéressé à la chose, qu'il faut commencer à édifier la 6e République. Ce sont deux mouvements qui doivent être concomitants, qui doivent être faits au même moment, et l'un est la conséquence de l'autre. Donc notre 6e République, et quand je dis notre, c'est pas celle de la France insoumise. Ça aussi, ça fait partie, je pense, des changements d'échelle pour ce combat. La France insoumise mène cette bataille depuis très longtemps, ça fait déjà 3 présidentielles qu'on se bat sur la 6e République, avec plus ou moins d'intensité. En 2017, on l'a beaucoup fait, en 2022, on l'a un peu moins bien fait, en 2012, un peu moins. Mais quand même, c'est quand même resté un peu l'idée des insoumis, l'idée de Mélenchon. Là, on est à une période où on voit bien qu'on a changé d'échelle. Et que si on veut y arriver pour de vrai, si on veut y arriver pour de bon, il faut que la société tout entière se saisisse de cet objectif-là de 6e République. Et quand je dis la société tout entière, c'est pas seulement évidemment sortir des partis qui sont les plus proches de nous, mais c'est par exemple les associations, les syndicats, qui ont d'ailleurs, dans ce conflit, ont mis en avant la question démocratique comme jamais l'ont fait avant. Quand vous aviez les syndicats qui allaient voir les députés en leur disant « faut voter contre la loi » ou « faut voter contre l'article 7 » au mois de février. Quand les dirigeants syndicaux, les journées manifs disaient « on est en crise démocratique ». Et si vous passez en force, ça va faire une crise démocratique. On voit bien que dans le discours syndical, on n'est pas stricto sensu dans le contre-pouvoir. On n'est pas stricto sensu dans l'idée que le gouvernement gouverne et le syndicat, il est dans le contre-pouvoir. Non, là, il y avait l'idée que le syndicat lui-même avait aussi une idée de comment devait fonctionner une démocratie adulte. Et évidemment, le fait que dans cette démocratie adulte, non seulement les représentants devaient s'être représentés, mais aussi les organisations syndicales, c'est-à-dire les organisations intermédiaires, les corps intermédiaires, qui eux ont la pérennité, c'est-à-dire eux restent entre chaque élection, doivent pouvoir être écoutés par les gouvernants pour faire cette respiration démocratique qui est nécessaire dans une démocratie de qualité, parce que l'alternative
à cela, c'est quoi l'alternative? C'est le jour du vote, allez, quelqu'un est désigné, et puis après, chacun rentre chez soi, et pendant 5 ans ou 6 ans, enfin, en fonction du mandat, on n'en parle plus. Les citoyens ne sont plus rien, les citoyens sont des enfants. C'est quelque chose qui est nouveau probablement aussi dans des grandes échelles, ou aussi profondément dans le mouvement syndical, dans le mouvement associatif. Et il faut dire aussi, même à gauche, la gauche, historiquement, elle est éclairée par notamment la pensée de Jean Jaurès. Jean Jaurès, il disait quoi? Jean Jaurès disait « La Révolution a fait du citoyen le roi dans la cité, mais l'a maintenu serf dans l'entreprise. » Et donc le combat socialiste, historiquement, le combat du mouvement ouvrier, c'était prenant appui sur le fait que nous avions le pouvoir de décider avec le suffrage universel, quand même réussir malgré tout à avoir l'égalité et avoir le respect dans l'entreprise. C'est la question de la répartition des richesses que nous produisons dans l'entreprise. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous sommes les rois dans la cité? Ben non. Donc, il va falloir, là, c'est rewind. Bon. Parce qu'on s'aperçoit que si on veut régler la question sociale, celle de la juste répartition des richesses, si on veut régler la question environnementale, et les chaleurs et les incendies que nous vivons ces jours-ci, encore une fois, sont une alerte là-dessus. Si nous voulons régler ces problèmes-là, il y a en fait un préalable. C'est que pour cela, il faut avoir une démocratie qui fonctionne. Depuis le mois d'août, il y a eu plusieurs fois à l'Assemblée nationale des avancées réelles. Par exemple, en matière environnementale, à l'automne, dans la discussion du budget, on a voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'était la première fois qu'autant d'argent était alloué à la cause climatique, au fond, à une politique publique qui, parce qu'elle rapidement modifiait les bâtiments et enlevait toutes ces passoires thermiques, permettait de lutter réellement contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Assemblée nationale, d'une façon majoritaire, a voté les 12 milliards pour la rénovation thermique des bâtiments? 49,3. Pareil pour 3 milliards pour le rail. Quand on a voté 3 milliards pour le rail, le fret, etc., vous connaissez directement les implications environnementales, les implications écologiques que peuvent avoir ce type de mesures. 49,3. Lorsque nous avons voté un amendement qui crée une taxe sur les super dividendes, 49,3. Donc vous voyez bien en fait, l'antisocial et l'anti-écologique naît dans l'antidémocratique. Donc cette idée de construire un système, un régime politique qui soit réellement démocratique ne peut pas rester du domaine de la théorie, de ce qu'on fera après, de l'utopie. C'est là, c'est tout de suite. C'est maintenant. Et donc ça veut dire que c'est la tâche prioritaire. Et ça passe par le fait de finalement créer des espaces comme ce soir, des espaces de délibération. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi dans le fait de fabriquer une nouvelle constitution, c'est qu'en fait, il y a deux écoles. Soit vous dites, on dit à un groupe de sages, de sachants, de juristes, je ne sais quoi, des constitutionnalistes, pondez-nous une constitution avec telle ou telle caractéristique. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle pour la Ve République. Il y avait très très peu de personnes qui tenaient la plume. Ou alors, on a des processus plus ancrés dans la société, plus enracinés dans la société. C'est ce qui, dans l'histoire de France, c'est appelé l'Assemblée constituante. Et donc, c'est l'idée que la société tout entière, et spécifiquement avec des représentants qu'on appelle les députés constituants, travaille à un texte qui lui-même ensuite est accepté ou rejeté par voie de référendum. Aujourd'hui, il faut, je crois, construire sur le fait que les Français sont sensibilisés à la question. Encore cette semaine, un sondage de l'IFOP, d'ailleurs on le voit, parce que quand les sondeurs commencent à poser ce genre de questions aux sondés, c'est qu'on est sur la bonne voie. Que pensez-vous du passage à la 6e République? Êtes-vous d'accord? Que pensez-vous? Comment selon vous faut-il lutter contre l'abstention? Est-ce que c'est en rendant obligatoire le vote? Est-ce que c'est en prenant en compte le vote blanc? Est-ce que c'est aucun des deux? Est-ce que c'est les deux? Etc.
sur tous ces items, on est à 70% des Français qui sont pour la 6ème République aujourd'hui. La France, en fait, est mûre. La France est prête. Mais vous voyez bien dans les conversations que vous pouvez avoir les uns et les autres avec vos concitoyens, que des fois on se dit, mais je sais ce que je lâche et je ne sais pas ce que je récupère à la fin. Donc nous ne devons pas avoir une façon d'aborder ce sujet qui soit une façon anxiogène. On peut pas dire ah ben ce sera la surprise de l'Assemblée constituante, je n'ai pas d'avis et on verra bien. Parce que ça c'est anxiogène et les gens ne nous suivront pas sur quelque chose d'anxiogène. Et je reviens sur cette idée de donner tout de suite d'ores et déjà de la matière à la 6ème République, mais il y a aussi une autre raison pour laquelle nous ne pouvons pas être sur un registre de l'anxiété et de la violence et de l'agressivité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le défaut de démocratie qui crée de la violence. Donc, nous, on fait quoi? Nous, avec notre petite idée de constituante et 6ème République, nous sommes en train de proposer la modalité pacifique de résolution du conflit. Donc si vous avez les partisans de la guerre, les fauteurs de guerre d'une part, il y a des fauteurs de paix de l'autre côté, et ça c'est nous. Et voyez comment ça prend aussi à contre-courant l'image qui est véhiculée même des insoumis, notamment par nos adversaires, notamment par le pouvoir élyséen et les médias qui vont dans leur sens. Alors des fois c'est vrai, il arrive que nous prêtions le flanc, je ne dis pas qu'on fait tout bien, d'accord? Mais on ne gagnera pas si on incarne quelque chose d'agressif. On gagnera si, à l'inverse, nous sommes cet outil pacifique qui permet aux Français, finalement, de se réapproprier ce qui fait commun. Il y a aussi quelque chose, et là, des fois, certains se moquent de moi quand je vais sur ces eaux-là, mais moi, je trouve... Alors, moi, je ne suis pas née en France, hein, je suis immigrée, je vous disais tout à l'heure, je suis née au Chili. Je suis devenue française sur le tard parce que c'est très compliqué d'obtenir la nationalité, la préfecture, ils nous renvoient les dossiers une fois, etc. Donc je suis arrivée donc en France à 14 ans, je suis devenue française à 25 ans. À 35 ans, j'ai repris mes études, je suis devenue avocate, et maintenant, voilà, je suis devenue députée à 48 ans. Donc je me suis posé toutes ces questions de ce qui fait une nation, de ce qui fait une république, de ce qui fait un peuple. Et ce que je trouve absolument merveilleux avec l'histoire politique de la France, c'est que précisément avec l'histoire républicaine, finalement c'est facile de faire républicain français. C'est quelque chose qui est d'abord facile. Mais alors, est-ce qu'on a encore envie? Est-ce qu'il y a encore cette envie en France de faire peuple tous ensemble, et en tout cas de faire nation avec cette définition-là de la nation, c'est-à-dire une nation civique et pas ethnique? Parce que c'est la dualité, c'est celui-ci le conflit qui a purgé en quelque sorte la Révolution française. La Révolution française en 1789, parce que par le caractère absolument révolutionnaire de cette idée de nation civique, elle crée un courant très puissant qui dit non, mais nous on n'est pas du tout d'accord avec cette conception-là de la nation. Et puis ça va être la chouannerie, ça va être la guerre civile, et puis à chaque étape de notre histoire, depuis maintenant 230 ans, vous avez des courants en France qui viennent remettre la chose sur la table en disant en fait, votre idée là, de la Révolution française, du fait qu'on est tous égaux, là, on pourrait peut-être en discuter. En général, ils ne s'appuient pas sur des élections pour en discuter, parce qu'eux ne sont pas démocrates, eux ne sont pas républicains. Ça va faire la Restauration, ça va faire l'Empire, ça va faire Pétain. Et puis vous avez aujourd'hui une extrême droite en France qui construit quand même sur ces idées-là depuis des décennies. Nous sommes en concurrence directe avec eux pour s'appuyer sur une histoire longue. Il y a des choses que nous disons qui sont des choses qui sont bouleversantes au sens où on change l'ordre établi, mais il y a aussi des choses que nous disons, nous prenons appui sur des choses qui sont plutôt conservatrices, au sens où chaque Français puisse s'identifier avec ces idées-là. Les Français, ils vont, quand vous dites liberté, égalité, fraternité, à la limite, ils vont dire c'est hypocrite parce que c'est pas vrai. Mais ils vont pas dire je suis contre. Donc, il faut s'appuyer sur ces grandes majorités de conscience pour aujourd'hui construire cette 6ème République. Alors, j'en terminerai en disant que pour aborder ce sujet et pour s'assurer que par capillarité, ils saisissent la société tout entière, il faut aller à l'efficacité. Vous voyez, moi j'ai fait partie, avec Charlotte Girard, de celles qui ont élaboré le programme de la France Insoumise en la matière il y a déjà depuis 10 ans. Et alors,
Il y a d'ailleurs un livret, le livret numéro 40 qui existe, qui est disponible en ligne, où on décrit par le menu le processus qui va amener à la constituante. En réalité, c'est très complexe. C'est-à-dire, en fait, d'abord, vous élisez un président qui est d'accord avec la constituante. Lequel président convoque un référendum? Référendum qui pose la question aux Français, convoquez-vous l'Assemblée constituante, selon telle ou telle modalité. Les modalités, c'est proportionnel, parité, mais aussi l'existence d'un bulletin où il y a écrit tirage au sort. Et donc le résultat de ce bulletin-là, avec le pourcentage obtenu par ce bulletin, va décider combien de personnes sont tirées au sort dans l'Assemblée constituante. Ça travaille pendant 1 an, 2 ans, à la fin c'est un référendum. Donc vous voyez ça là, ce que je viens d'expliquer, en réalité, dans les grands moments de combat de campagne électorale, je n'avais jamais entendu parler de la part d'un porte-parole de la France insoumise. C'est trop complexe. Et vous, je suis absolument certaine que celles et ceux qui ont fait la campagne de 2022, vous l'avez à aucun moment expliqué à quelqu'un. Parce que c'était pas au cœur en fait de notre campagne, et parce que par ailleurs c'est un sujet un petit peu, c'est une façon un peu technique d'amener la chose. Alors maintenant, moi je suis convaincue que c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Je renie pas ce qu'on a écrit, et je pense que ça c'est un bon chemin. Si au final on n'y arrive pas avant la présidentielle, il faudra s'appuyer sur aussi ce chemin-là. C'est pas un mauvais chemin. Mais je pense qu'il faut partir de quelque chose qui est immédiatement perceptible, compréhensible et concernant pour tout le monde. Et pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à ceci et je pense que le sujet c'est faut-il ou non encore un président de la République? Je pense que c'est cette question-là qui vous permet d'ouvrir la conversation. Et vous voyez, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse et vous pouvez toujours chercher dans le programme d'avenir en commun, c'est pas écrit la réponse. D'accord? Moi, personnellement, j'ai une réponse. Je l'ai écrit dans un livre, Le guide citoyen de la 6e République, en 2015. Je pense qu'il ne faut plus de président de la République, en 6e République. Pourquoi? Parce que la 5e République est marquée par, premièrement, une concentration du pouvoir gouvernant excessive entre les mains d'une seule personne, le président, lequel président est irresponsable politiquement. L'irresponsabilité politique, c'est une notion constitutionnelle. Ça veut dire qu'on ne rend des comptes à personne en tant qu'autorité de l'exécutif. En fait, ça n'existe pas normalement en démocratie. Dans les grandes démocraties, les personnes qui exercent le pouvoir gouvernant, c'est-à-dire ce pouvoir au quotidien de prendre les décisions, c'est pas la même chose que le pouvoir législatif, qui est de faire les lois au long cours. Là, l'exécutif, il exécute comme ça au quotidien, il gouverne. Eh ben, dans toutes les démocraties, le pouvoir gouvernant est responsable. Au minimum devant l'Assemblée nationale et même parfois, dans un tas de pays du monde, directement vis-à-vis des habitants. Dans les nombreux pays où il existe par exemple le droit de révoquer les élus en cours de mandat, ce genre de figure de référendum qui donne la possibilité aux souverains de rester souverains entre les élections. Donc en France, ce n'est pas le cas. Vous avez une extrême concentration du pouvoir entre les mains de ce président, qui a du coup une sorte de carte blanche, une sorte de pouvoir d'abuser du pouvoir. Et ça s'est aggravé, c'était conçu comme tel dès 1958 par le général de Gaulle, qui, je rappelle, a quand même écrit cette constitution dans un contexte de la guerre en Algérie, où les parachutistes avaient quand même pris d'assaut déjà la Corse. Donc il y avait en fait une sorte de coup de force militaire, on l'oublie souvent, mais la genèse de la 5e République est quand même très malsaine du point de vue de nos principes. Et en 1962, le général de Gaulle propose l'élection du président au suffrage universel. Et c'est là le vice originel. Pourquoi? Parce que dans une constitution, le fait même d'avoir une constitution, c'est le principe de la limitation du pouvoir des gouvernants. Les gens ont un pouvoir qui va le limiter par un texte, la constitution. Mais alors là, le président de la République, qui, comme je vous l'ai dit, 1, concentre énormément de pouvoir gouvernant, 2, n'est pas responsable, 3, du coup, il devient élu par tout le monde, et là, bah, du coup, il a totalement les mains libres, parce que regardez, la Constitution aujourd'hui, elle prévoit l'hypothèse d'un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Ça s'appelle la motion de censure. Elle prévoit le cas d'un désaccord du président vis-à-vis du Premier ministre. Le président et le Premier ministre, il fait ce qu'il veut. Il peut prendre un passant dans la rue, d'ailleurs, c'est devenu la mode maintenant. François Hollande, il prend Manuel Valls, qui est quand même le mec qui a fait 4% dans une primaire, mais il aurait pu prendre n'importe qui. Édouard Philippe, il n'avait même pas fait campagne pour Macron. Personne n'en avait entendu parler. On pensait que c'était de droite, hop, il est Premier ministre. Et actuellement, je ne sais pas si vous avez vu passer les articles de
de gossip politique sur qui pourrait être Premier ministre à la place de Madame Borne, mais c'est que des gens, enfin, on parle même de Franck Louvrier. Est-ce que vous vous souvenez de Franck Louvrier? Franck Louvrier, c'est un proche de Nicolas Sarkozy, maire de la Baule. Bon, c'est comme si on prenait le maire de Saint-Maur pour devenir Premier ministre. C'est la même chose, c'est pareil. Donc, ça c'est prévu, ok, la Constitution donne le pouvoir au président, dissolution, évidemment, il a le pouvoir de dissoudre. Mais que se passe-t-il dans l'hypothèse d'un désaccord entre le peuple et le président? Ce qui est précisément ce qui a eu lieu pendant le conflit des retraites. Vous avez un homme face à 93% de la classe ouvrière. Ou vous pouvez regarder dans la Constitution, où est-ce qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien en fait, il n'y a pas. Parce que l'idée même de conflit entre le président et le peuple est niée. Vu que le président, et il vous l'a dit pendant le conflit des retraites, mais vous dites, vous m'avez élu, c'est vous qui m'avez mis là. Donc comme vous m'avez élu, ben, vous ne pouvez pas être en conflit avec moi, vu que c'est votre volonté que je sois là. Voyez la perversion de ce raisonnement. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, il faut se défaire de cette fonction-là. Il faut que la personne ou les personnes qui ont le pouvoir gouvernant soient responsables. Et dans l'idéal, mais évidemment j'accepterai toute issue de la Constituante, mais dans l'idéal, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de président. Pourquoi? Parce que le président, en fait, c'est la seule parcelle de pouvoir qu'on a l'impression d'avoir. Vu qu'en France, c'est l'élection à laquelle viennent le plus de citoyens, d'électeurs. Alors, il faut voir qu'en France, nous sommes 50 millions de personnes en âge et en droit de voter. Il y en a 2,5 millions qui ne sont pas inscrites. Et sur les 47,5 millions qui sont inscrites, il y en a 12 millions au premier tour et 13 millions au second tour qui s'abstiennent ou votent blanc et nul. Donc, mais ça reste, malgré tout ça, ça reste le moment où il y a le plus de monde. Alors si vous dites aux Français, écoutez, tu vois le président auquel tu es venu voter parce que tu as bien compris que c'est lui qui a le pouvoir, eh bien, par exemple, tu n'auras plus le droit de le désigner, ça sera plus au suffrage universel. Bon, ça, je ne vois pas comment les gens peuvent le vivre comme un pouvoir nouveau ou un pouvoir supplémentaire. Ou alors il y a l'autre solution qui est de dire, on va lui enlever ses pouvoirs, il va, comme on dit, inaugurer les chrysanthèmes. Ce qui existe dans la moitié des pays européens, une figure symbolique qui a très très peu de pouvoir, mais qui est quand même élue au suffrage universel. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce qui m'intéresse, c'est que les conversations commencent là-dessus. Parce que tout le monde a un avis. Et ça fait réfléchir. Ah oui, au fait. Parce que les choses qui semblent immuables, cette détestation qu'on a, cette frustration qu'on a, cette façon qu'on a de vouloir envoyer des fléchettes au visage des photos de Macron, il faut le politiser. Il faut le politiser. C'est pas que l'homme le problème. L'homme est un problème, bien entendu. Mais ce n'est pas que ça. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de tripartition de la vie politique française. On dit que la vie politique, que l'espace politique français, il est réparti en trois groupes, on va dire. Nous, on va dire la NUPES, etc., la gauche des écologistes, l'extrême droite et l'oligarchie qui a ses propres intérêts autour d'elle. Bon. Je me permets de souligner que si nous étions arrivés au second tour et que si nous avions gagné face à Madame Le Pen, on aurait fait 50% plus 1 et quelques. Parce qu'arithmétiquement, comme il n'y a plus que 2 candidats, il y a forcément quelqu'un qui fait plus de 50%. Mais c'était pas un vrai 50%. Notre vrai résultat, c'est celui du premier tour. C'est celui-ci où les gens évaluent les programmes et se prononcent dessus. Donc la question de gouverner en étant minoritaire dans la société, elle se pose pour tout le monde. Donc on est obligé de se poser. Et nous, alors évidemment, notre réponse, elle était toute écrite d'avance, c'était que de toute façon, nous voulions redonner aux Français la possibilité de réécrire ces règles du jeu. C'est ça qui est intéressant dans ce que nous proposons aujourd'hui et qui, je crois, permet d'envisager la politique avec de l'espoir de victoire. Parce que c'est pas quelque chose qui est marginalisant. La démocratie, la République, ce sont des grandes majorités qui pensent comme ça. Et donc, à partir de là, si nous faisons correctement ce travail, si nous emmenons de façon enthousiaste nos concitoyens dans cette idée, je pense que, bien sûr, nous terminerons par battre et défaire politiquement l'extrême droite qui, elle, quand on lui pose la question de savoir s'il faut le peuple souverain
ou s'il faut un nouveau Bonaparte, un nouveau César, choisira toujours le nouveau César. C'est-à-dire que la politique à l'extrême droite, en plus des xénophobes, etc., c'est fondamentalement être monarque à la place du monarque. Voilà, nous, on veut juste abolir la monarchie présidentielle. Pas exactement le même projet. Et de ce point de vue-là, les macronistes et l'extrême droite se trouvent d'un bord, et nous, on se retrouve de l'autre bord avec la grande majorité des Français. Et avec cette grande majorité-là, on peut ensuite avoir l'espoir de régler démocratiquement, majoritairement, la question du partage des richesses, la question de la protection de l'environnement. Voilà. Protection de l'environnement, partage des richesses, partage des pouvoirs. Je pense qu'avec ces trois objectifs qui se tiennent main dans la main et avec l'enthousiasme qui est, je pense, communicatif de ce qu'on peut faire quand on se met à travailler, eh ben, nous y arriverons et les grandes victoires sont devant nous. Merci Raquel. On minutes avant que tu parles. Vas-y Thierry. On a pris notre cours. Alors attends, Voilà, donc j'ai promis de faire court, de faire court. Bon, déjà, je vais commencer par un truc très personnel, c'est que ça me fait très plaisir d'être avec Raquel, dans cette réunion. Donc déjà parce que le sujet abordé, effectivement, est d'actualité et passionnant. Et puis aussi parce qu'on a eu une histoire commune qui replace d'ailleurs toute la discussion qu'on a sur la 6ème République dans une histoire longue. Et je pense que c'est important, d'ailleurs, dans certains points de vue, de partir de là. Raquel et moi, on s'est connus il y a 30 ans de ça, au Bureau national de l'UNFID. Ma voisine était vice-présidente d'SOS Racisme à l'époque. J'étais jeune militant de l'NCR. Et on était tous les deux jeunes étudiants à faire signer des pétitions et à défendre l'allocation d'études et autres joyeusetés à l'époque. Elle au Parti Socialiste, donc elle est moi à la Ligue. Tout ça pour dire qu'il faut toujours prendre un peu de recul, voir d'où on est parti et où l'histoire longue nous a amenés dans cette salle, et y compris ce qu'on a réussi à faire, partir de là quand même, qu'on a réussi à faire au moment des élections présidentielles, avec la construction de la NUPES, avec la construction de la France Insoumise, après le front de gauche, c'est pas à pas quelque chose qui nous a amené à ne pas vivre en France ce qui aurait très bien pu arriver, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer en Italie, où la gauche s'est liquéfiée sur place face justement à la montée de l'extrême droite, et où l'extrême droite aujourd'hui est au pouvoir. Voilà. J'en parle parce que Berlusconi en plus est mort hier, donc ça. Voilà, c'est ça. Ça a permis de faire quelques rappels justement dans les médias sur où on en était arrivé et où on en est arrivé aujourd'hui en Italie. C'est aussi justement grâce à ce bilan-là qu'on n'en est pas là en France, et je tenais quand même à rappeler. D'autant que ce débat sur la 6ème République, il ne date pas effectivement d'aujourd'hui. Bon, déjà, date de 1958 dans certains points de vue. Mais il date de Chirac, pour les plus anciens, quand Jacques Chirac a été mis en examen, etc. C'est là où il y a eu la Convention pour une 6ème République, le mouvement pour une 6ème République, qui a commencé à défendre cette idée-là. On voyait bien se cristalliser ce que Raquel a très bien appelé comme la monarchie présidentielle. Là, c'était par le biais des affaires. Là, on a vu, et je pense qu'il y a vraiment un niveau de masse, ce caractère de monarchie présidentielle s'exprimer à travers un mouvement social comme jamais on en avait vu depuis quasiment 1968. Alors, en tout cas, en termes de manifestation. Ça, il faut quand même se le rappeler. Le contexte, j'avais dit que je faisais un petit rappel sur le contexte. En termes de manifestation de rue,
le mouvement qu'on a eu a été supérieur à celui de 1995, supérieur à 2003, supérieur à 2010, supérieur à 2019. Mais en même temps, ça aussi, il faut l'analyser, en 2019, on a gagné. Là, on n'a pas gagné. On a plutôt perdu pour l'instant, en tout cas, face à un gouvernement qui a réussi à faire passer sa loi. Alors, on a dit que c'était justement par rapport, effectivement, à un gouvernement qui avait réussi à se capturer dans les institutions de la Ve République. Évidemment, en 2019, le contexte du premier confinement nous a, dans certains points de vue, aidé à avoir l'abrogation du texte qui avait été voté à l'Assemblée nationale. Bon. Donc, comme quoi d'ailleurs, ce qui est voté à l'Assemblée nationale peut toujours être d'effet. Bon, c'est la preuve de 2019, on n'a pas à remonter très loin pour la voir. Donc l'affaire n'est pas terminée. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, le texte est voté, il n'a pas été abrogé. Et donc cette démonstration, effectivement, sur le caractère antidémocratique de la Ve République a été faite. Mais il faut aussi analyser le mouvement tel qu'il a été. Un mouvement extrêmement massif, extrêmement populaire, en termes de mobilisation. Par contre, en termes de secteur en grève, ça n'a pas été tout à fait 2019. Moi, je me souviens en 2019, notamment les enseignants, les transports étaient en grève au combustible. En tout cas, il y avait, vous vous souvenez, le calendrier de grève. Là, on ne peut pas dire que le mouvement, alors même qu'il a été extrêmement puissant, ait pu s'appuyer sur un secteur mobilisé en particulier, en fer de lance mobilisé en particulier. Et donc, pour moi, ce mouvement, ça a été un peu l'enfant légitime, on va dire, à la fois du mouvement de 2019 et du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a été d'abord un mouvement populaire d'opposition à Macron et à sa politique, et d'opposition justement au macronisme et aux méthodes de Macron, extrêmement massif, soutenu ultra massivement comme ça. Alors là, pour le coup, ça c'est jamais vu. Soutenu dans les sondages, du début à la fin, par une écrasante majorité de la population, 70%, y compris à la fin, quand la mobilisation déjà commence à baisser, encore 60% des gens qui disent on soutient toutes les initiatives de durcissement de la grève, etc. Et en même temps, effectivement, là, je voulais dire, un mouvement qui ne s'est pas appuyé sur un secteur en grève dure. Donc, il a posé ce mouvement le problème, finalement, tout de suite, de la question de la légitimité politique du gouvernement. Et c'était un des moteurs, à mon avis, dès le départ, pas simplement justement sur un secteur de mobilisation en grève, contre, par exemple, en 2019, les enseignants qui étaient en particulier touchés. Et là, on savait bien que c'était tout le monde qui était touché par la réforme, et c'est tout le monde qui est descendu dans la rue. Et donc, dès le début, s'est posé la question justement de du standard démocratique finalement, et de la réponse du gouvernement face à ce qui était une aspiration populaire évidente. Alors en termes de standard démocratique, effectivement, il suffit d'aller pas très loin. On en parle à des Allemands, à des Anglais, même à des Américains. Ça fout la trouille à n'importe quel étudiant en première année de droit de ces pays-là. En gros, le standard démocratique de la France, en vrai, c'est plus proche du Kazakhstan ou de la Russie que des États-Unis, même des États-Unis concernant le pouvoir du président de la République. Bon. Biden, il a dû aller pleurnicher pour avoir son vote là, sur le budget. En France, 49.3, la foutre, dégagé. C'est en vrai, c'est invraisemblable. On est dans un pays occidental qui, effectivement, avec des standards démocratiques, plus proches de ceux de soit de la Hongrie, soit du Kazakhstan, de ce genre de pays qu'on nomme illibéraux que d'autres démocraties occidentales. Donc, dans certains points de vue, démonstration a été faite du caractère totalement antisocial du gouvernement, du caractère totalement antidémocratique de la Ve République, par ailleurs de la puissance aussi de l'unité syndicale, et ça je pense que l'unité de l'intersyndicale, ça c'est quelque chose dont on
sont renforcés, pardon, nos mouvements sociaux sont renforcés de cette mobilisation. Et effectivement, maintenant, je dirais que la balle, politiquement, elle est un peu dans notre camp, hein. C'est-à-dire que, au sens politique. Là, pour le coup, les organisations syndicales, on peut toujours discuter, est-ce que la première date de mobilisation, machin, est-ce que ça aurait dû être plus tôt, est-ce que l'intersyndicale aurait dû appeler au moment du 49.3 à des occupations de ronds-points, etc. Bon, ça, on pourrait en discuter. Est-ce que fondamentalement, il y a à tel ou tel moment quelque chose qui aurait pu faire totalement basculer les choses? Je ne le pense pas. Même si peut-être qu'à un moment donné, il aurait dû y avoir des appels à des mobilisations peut-être plus offensives, notamment au moment du 49.3. Bon. Mais sincèrement, je pense que globalement, c'est pas du côté des organisations syndicales qu'il faut aller chercher la petite tête. L'intersyndicale a tenu, autour d'un mot d'ordre clair, le retrait, jusqu'au bout, y compris sur la question de la reconductibilité de la grève. Tous les appels, hein, vous pouvez regarder, on appelle à la grève reconductible et tout. Donc, de ce point de vue-là, on va dire que les directions syndicales, globalement, même si on peut toujours discuter, mais on fait le job. Maintenant, c'est la question, effectivement, au niveau des organisations politiques, quelle réponse on apporte, et notamment de la NUPES, quelle réponse on apporte face à cette crise antidémocratique qui a éclaté à la figure de tout le monde. Et je conclurai là-dessus, on est les seuls à porter, justement, cette idée de 7e République. Et là, c'est un point commun très fort entre Macron et le RN. Ça, par contre, pour garder les institutions de la 5e République, ils sont tous d'accord. Hein. Macron, évidemment, mais Marine Le Pen, vous m'interrogez, défense de la 5e République. Elle le dit d'ailleurs ouvertement, défense de la 5e République, etc. Donc, cette 5e République qui est née, et à laquelle elle a aussi raison de le rappeler, dans un moment qui était une espèce d'anti-révolution des œillets. Hein, la révolution des œillets au Portugal, c'est justement une crise de la décolonisation avec l'armée, mais là, c'est pas les officiers, c'est justement les sous-officiers, la troupe, qui se mobilisent pour avoir la démocratie, hein, qui permet justement d'aller vers un système démocratique au Portugal. Nous, en France, on a eu une crise de la décolonisation qui s'est fait de manière, dans certains points de vue classique. Hein, bon, on a failli basculer à ce moment-là dans le fascisme. Et c'est à ce moment-là que, dans cette espèce de clair-obscur, De Gaulle a réussi à imposer cette 5e République dont on voit aujourd'hui les conséquences. Donc effectivement, oui, il faut le rappeler aussi, ça. Le contexte historique dans lequel s'est passé, dans lequel est née la 5e République, et qu'il faut justement sortir de ça. Et sortir justement de cet esprit de guerre civile, de cet esprit de violence quand même, qui régnait à l'époque, avec des institutions adaptées à cette situation de violence, et qui continue à créer une situation de violence. On l'a vu au moment des mobilisations, là, sur les retraites, et j'arrête là-dessus, c'est pas nous hein, qui sommes les fauteurs de troubles, c'est pas nous qui sommes les fauteurs de guerre civile, etc. C'est le gouvernement qui joue la tension, c'est le gouvernement qui passe tous ces textes par 49.3, c'est le gouvernement qui effectivement pousse, y compris hein, à ce qu'il y ait une situation de violence, par conséquent, dans les mobilisations. Voilà, moi c'était juste ce que je voulais rappeler, et vraiment encore merci à Raquel pour la session. Moi, je veux bien reboire un verre de rosé, si c'est ça la question. Mais je resterai assise là, par contre, parce que si je me lève là, si on se lève tous, je pense que... Si personne ne veut de pause, on continue, moi On va attendre Claude quand même. Hein On continue, je sentais sinon. Claude, si on attend qu'il fasse l'aller-retour, C'est moche. il va rester longtemps là-bas, surtout. Non, mais on patiente. Est-ce qu'il y a déjà quelques petites questions des volontaires? Si on pensait le premier. Pardon. Alors ouais, je suis juste con, mais n'hésitez pas à enlever plusieurs fois la main. Ah ouais, d'accord. Bonsoir, je m'appelle Safia, je suis enseignante
Je suis enseignante dans le 93 et j'habite à Saint-Maur depuis 4 ans. Ouais, c'est ça. Alors moi j'avais une question qui m'a été posée par plein de gens autour de moi pendant le mouvement des grèves. On était très surpris de voir que malgré la mobilisation syndicale et salariale, la mobilisation à l'Assemblée nationale par les différents députés issus de la NUPES, que dans les sondages qui valent ce qu'ils valent, c'est le Front National qui ressort favori. Et nous, ça nous a fait très mal en fait de voir ça, malgré tout ce que vous avez pu faire comme travail à l'Assemblée nationale et dans la rue, de voir que c'est le Front National, le Rassemblement national, qui prenait la faveur des Français si élection devait y avoir dans quelques mois ou semaines. Merci. Vous voulez faire une salle de deux Plusieurs, questions ouais. là, sur d'autres questions? Pas forcément que des questions d'ailleurs, c'est des gens. Ouais, des interventions, pardon, des questions. Pardon. Allez. Moi, je vais vous demander votre avis sur une expérience qui avait suscité beaucoup d'espoir, en tout cas pour moi. C'est la démarche constituante au Chili, qui même si c'est un échec, est-ce qu'on ne peut pas en tirer une analyse, des conséquences pour notre propre démarche? Parce qu'effectivement, dans la constituante qui était à l'œuvre au Chili, il y a des enjeux sociaux